Salut tout le monde, salut Yves, RC Fast Cars. Méga grand merci de nous avoir mis à disposition ce véhicule et aussi la personne chez qui va ce véhicule. Parce que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a acheté et qui a fait passer par là. Les informations sont restées discrètes et on va donc non plus pas vous les divulguer. Tout simplement. Il peut se manifester de lui-même s'il veut bien parce que c'est génial. Merci à vous tous. Le Arma Vendetta. La radio Spectrum évidemment fonctionne, bonne portée, il y a l'AVC, la télémétrie, tous ces trucs là qui ne m'intéressent pas. Je sais très bien que les anciennes radios et véhicules moins chers, je peux comprendre ceux qui aiment, mais je préfère que ceux qui aiment payent un supplément et que moi je paye moins cher. Faites attention toujours après le transport à l'inversion ici, ça peut vraiment ça se clipse vraiment super facile tout seul de l'autre sens. Tes trims et tes réglages aussi, bien sûr, là plein de vont dire ah oui mais c'est normal, il faut acheter une housse de transport radio. On est ici dans le domaine du loisir, si on achète une housse de transport radio, une housse de transport voiture, un machin transport lipo, un sac pour la totale, qui coûte au final aussi cher que le véhicule quand tu es dans un budget loisir et que tu essaies de limiter la chose, ça devient compliqué. Et pour ça, les radios chinoises ont clapé sur les fonctions de réglage. Et t'as pas de problème. Et elles font aussi bien le travail avec la portée et tout. Ils ont même des gyros aussi maintenant. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais ça, c'est toute la gamme de radio pour Arma. La carreau, tu aimes ou pas, évidemment on s'y fait, comme toujours. Les dimensions, j'appelle ça un 1/8 parce que peut-être au niveau de la réalité des choses, c'est vraiment plus proche de l'1/8 que de la réalité. Ce que je peux comprendre, des carreaux de Corvette c'est lent, ça n'a rien à faire sur un châssis 325, ça fait tout ramasser, c'est moche. Mais c'est de la mécanique de short course et de petit monster 1/10. Donc pour moi, niveau endurance, tout ça, tu peux faire comme tu veux, tu n'arriveras pas à égaler la méca 1/8 en endurance et en puissance qu'elle peut encaisser. Faire un engin de speedrun comme ça, je comprends. 470 € à l'achat, plus une Lipo 3S pour arriver à 70 miles, ça fait 110-120. Comparé évidemment à leur gamme à eux, puisque eux ils vivent avec des œillères comme ça. Infraction limitless felony 700-750 €, où tu as besoin de 6S, mais qui par contre peuvent aller, même avec ce 6S, à plus de 120. Mais, comparé, on vous l'a dit, à ce qui reste en concurrence sur le marché, au Bao Hyper VT, Serpent Cobra 811 GT, dans cette gamme de prix, tu peux avoir la Bao en 6S à ce prix-là. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, mais justement, il faut acheter une 6S. Alors la 6S va te coûter entre, on va dire, 70 et 100 € selon la qualité de la batterie que tu prends. La 3S, de bonne qualité pour te faire des speedruns. On va en venir justement tout à l'heure à ce sujet-là. Il faudra quand même y mettre une bonne cinquantaine d'euros. Donc, budget batterie est pas très loin, mais la différence c'est qu'une VT en 6S, elle ira pas juste à 110. Tu peux la faire grimper à 160 ou plus. Là, si tu veux aller plus loin, il va falloir changer le moteur. Il va falloir changer le vario, y mettre 4S. Donc ton budget, il explose nouveau. Et tu trouveras qu'un engin qui peut faire juste quelques runs de vitesse Vmax. Après, en 4S, pour moi, ça restera un meilleur choix avec moins de kV. Pour profiter de l'engin comme il est là, avec les mêmes performances que là, parce que là, on l'a essayé. Alors, il est très simple à prendre en main. Conduite très saine. Sans l'AVC, sans rien. Évidemment, ceux qui mettent l'AVC s'en sortiront, s'ils sont débutants, s'en sortiront encore mieux. Mais la suspension, comme on l'a dit, sortie de la boîte, ne correspond pas du tout à une GT ou un véhicule de speedrun. On est sur une suspension de rallye. En gros, ils ont pris un Vortex sur le châssis du SC ou du Big Rock. Et puis voilà, ils ont fait quelques modifs au niveau des angles. Pour le roulis, il y a les barres anti-roulis en plus, mais vous allez voir sur la vidéo d'essai, vous l'avez déjà vu, malgré ces barres anti-roulis, ben, ça tangue à fond la caisse,
comme par exemple le SC8. Le SC8 avec la cage, la carreau incassable, que j'ai réglé en rallye Dakar. Donc un véhicule avec gros débattement pour le tout-terrain. Genre il est posé à la même hauteur, mais par contre les roues, quand tu lèves la caisse, elles restent encore au sol 4-5 cm avant de décoller. Et celui-là, c'est la même réaction de suspension là. Ça ne dérange pas pour rouler, surtout pas pour loisir, parking dégueu, routes froides ou humides. Ces pneus font le taf. Franchement, ils font le taf. Niveau endurance, je peux pas encore en parler. J'ai passé 2 packs. Tu vas me dire, ah bah si, niveau endurance, 2 packs, c'est bon. C'est là qu'on y arrive. 5S, une 5000 mAh a fait moins de 8 minutes. Et la 5400 qui est en train de charger, je suis justement en train de la charger pour voir ce qu'il en est. On avait une coupure propre à 3,60. J'ai une lipo Brain Energy 50C. On est parti 1 minute coupure. On s'est dit, c'est pas possible. On l'a remis en route. Alors, que ce soit le froid ou pas, je sais pas, la batterie n'était pas glacée, était stockée dans le véhicule, enfin dans la Opel. Après, c'est reparti, ça allait bien, mais 8 minutes, avec le temps de coupure. Hein. On a fait, enfin, toute la vidéo dure une dizaine de minutes. Les performances sont là. On marche à peu près comme un véhicule 1/8 en 4S sorti de la boîte. Mais sachant que là, ils ont tiré plus fort dessus sur le 3S. Parce que le 4S sorti de la boîte, avec les mêmes perfs, et ben, en 4S 5000, il va dépasser le quart d'heure. 15-20 minutes tu fais avec ces perfs là en 1/8, il n'y a pas de souci. Là, 6-8 minutes. Il faisait 0 degré, entre 0 et 2 degrés. Batterie était chaude. Moteur vario. Pas encore chaud, mais ajoute ne serait-ce que 20 degrés de température extérieure et je te garantis déjà que quand il fera 20-25 degrés dehors, ces combos vont être à la limite. Ça va couper. Le vario si le vario ne se met pas en cut-off température, c'est le moteur qui va morfler. Et la batterie de toute façon. Et là en plein été à 30 degrés, rouler comme ça avec un setup pareil, c'est pop la lipo. C'est comme dans le Losi des BXL. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, on l'a essayé. Il y a plein de chaînes qui ont été franches qui ont fait la même chose. Il y a un Allemand qui a dit c'est vrai, je vais faire comme Bani, je vais montrer la réalité. Il a mis plein gaz dans le champ, il a roulé normal comme on roule avec les X-Max. Le DBX c'est après la vitesse des X-Max. 6 minutes, c'est l'hypo 6600, elles étaient cuites et il y en a une qui était à la limite de lui péter à la tronche. On a donc cette config là. 4000 kV, c'est beaucoup trop avec en 3660 avec le poids de cette machine en 3S. Les perfs sont là. Évidemment, tu vas dire tu peux brider, le souci est toujours le même. Qui d'entre nous a la discipline de rouler en permanence à 75% pour pas aller flinguer le truc? Je pense réellement qu'ils auraient dû laisser le même moteur que dans les TT, le 3200 kV, sortir ce véhicule de la boîte à 70 km/h, suffisait. Mettre le petit pignon de vitesse avec, tu vois, un pignon un peu plus gros pour atteindre aussi, pour coller aussi ce 70 sur la boîte, parce que le 3200 kV il y arrive aussi, juste qu'un pignon plus gros, ça ne changera rien. Mais la conso permanente et la chauffe aurait été mieux contrôlée. Donc je trouve ça un choix vraiment étrange. Les suspects, évidemment, tu peux mettre des cales de tarage pour la raidir, que ça ait une réaction de GT et un look de GT quand tu roules. Le châssis réglé comme ça, pour moi, il lui faut une carreau rallye, tout simplement. Donc pneumatique, 2 fois 6 minutes, ils n'ont pas branché et le sol était froid et glacé. Sur le deuxième pack, le soleil est descendu, il faisait encore plus froid et là, ça a commencé à glisser. Mais on ne peut pas lui en vouloir parce qu'on avait les rallyes avec les R1 et les Q1, c'était pire. Donc de ce côté-là, on est bien. Donc un engin, un package complet, tu sors de la boîte, tu vas sur ton parking, t'es parti, tout va bien. Il n'y a rien à régler derrière. Comme dit, c'est simple à rouler, c'est facile d'entretien. Je rappelle que le tube est télescopique, tu le comprimes pour le sortir, tu as une vis en dessous enlevée sur le châssis, une barrette à sortir, tu déclipses la transmission centrale pour atteindre ton slipper et ta transmission principale, tu as 4 ou 5 vis par cellule à enlever pour atteindre les diffs, donc vraiment très facile d'accès, c'est le gros point fort de cette méca. Les cardans télescopiques plastiques sont légers et sont endurants, surtout avec des roues aussi petites et légères. Et là, on avait du bon grip, mais on patine quand même à l'accélération. Évidemment, attention, en été. Si Harman ne se décide pas à faire d'autres gommards, je pense que quand ça va chauffer, tu vas avoir un problème. Les pneus vont commencer à glisser, ou alors il y aura trop d'accroches et tu vas commencer à te casser la figure. Quoique,
On dirait qu'ils ont bien prévu sur le côté du pneu assez dur pour pas justement que tu aies cet effet de catapultage. Les jantes sont belles, c'est clair. Exact 14 comme ça, bah, tu restes sur la gamme Arma. 25 € la paire de pneus. Il y a intérêt que ce soit endurant, honnêtement, comparé aux 16 ou 17 € que coûtent les GRP, même si, attention, ça aussi c'est un truc qui va nous tomber dessus. Ça va pas tarder. Toutes les pneumatiques et tout ça vont prendre facile 15-20%. Les voitures ont déjà pris 15-20%. Alors, que ce soit lié à l'inflation, à l'augmentation du prix de la matière première provoquée par les boursicoteurs et personne d'autre. Je vous avais prévenu. Beaucoup ont jubilé. Ouais, les Chinois ils vont prendre 20% dans la gueule sur les commandes. Comme ça va profiter aux magasins locaux. Je vous avais dit, faites gaffe. Si eux ils prennent 20%, nous aussi on morfe 20%. Parce que justement, les sites de vente ou les importateurs et tout le monde vont se dire, ah, c'est plus cher là-bas de 20%, on va monter de 20% chez nous. Comme ça, on aura plus de marge, plus de bénéfices. C'est pas forcément eux, ça peut être de l'autre sens. Le chinois peut se dire, tiens, ils nous font chier, ils nous font chuter les ventes à nous taxer de 20%, on monte les prix. Puisqu'ils achètent quand même chez nous la matière première et les productions. C'est la différence, le privé et l'industriel, c'est que toi tu vas acheter en Chine, tu es le méchant de l'histoire, l'industriel achète en Chine et revend en France, c'est normal, il faut faire vivre les Français. Mais la marge, elle partira dans la poche de qui? Pas de l'ouvrier. Quand la marge partira dans la poche de l'ouvrier et du vendeur, ouais, mais c'est pas encore le cas. Alors je m'étale. Ce que j'aime moins, c'est que le roulement ici, il tourne. Il tourne dans le plastique avec les vibrations. Ça va provoquer une petite usure avec le temps. Pas très méchant, mais bon. À surveiller. Bon, ça tiendra longtemps, hein. Pas vous en faire. Comme dit, les cardans, ils tiennent des plombes sur ces Arma. C'est clair. Comme toujours, Arma a fait l'erreur. Une erreur dont ils s'en fichent en fait. Je pense qu'ils en sont conscients, mais ils en ont juste rien à fiche. Ils ont pris du tout terrain pour faire de la piste. Là, c'est un peu moins marqué. Avec l'angle de pivot, honnêtement. Mais sur la gamme 1.8, enfin, tu vois, justement, Feloni, tout ça, machin, c'est les trains des tout-terrain qui provoquent ici la même chose. Méga sous-virage. Quand tu arrives vite dans un virage, eh ben, tu fais un méga grand virage. Si tu réaccélères fort, ton virage, il grandit à mort. Bien sûr, il y en a plein qui ont ça. Mais là, c'est vraiment marqué. Vous allez voir sur le circuit. Il y a certains virages où vous verrez la vidéo de la Serpente avec la coque de Soub. Je prends les virages hyper serrés. Je peux faire intérieur-intérieur. Là, c'est extérieur-extérieur. Sauf si tu as freiné avant. Si tu as bien freiné avant, tu peux bien tourner. Mais à haute vitesse, c'est pas très maniable. Ils ont fait ça pour une raison simple aussi. C'est que comme c'est pour les speedruns, plus tu vas vite, plus c'est stable. Et ça fonctionne. La machine, sortie du virage, tu mets gaz. Genre, on n'avait pas un super grip. Pour la faire glisser, il fallait la provoquer. Après, le soir, quand la route a gelé, que les pneus étaient... quand ça allait pas avec les pneus, là oui, là tu arrivais à la faire glisser. Mais sans ça, vraiment sortie du virage, tu peux enchaîner. Donc pour moi, en tant que conducteur de RC un peu plus expérimenté, je suis toujours pas pilote et je le serai jamais. Placide. Placide à rouler. Si tu as l'habitude de rouler fort en GT ou machin, si tu prends ça, tu vas t'ennuyer parce que, tout comme le Max a le même souci. J'ai sorti le Max, il marche bien, il va vite, mais tu es toujours on-off sur les gaz. En fait, c'est comme les Tamiya pour l'Eurocup avec pignon de 72 et la couronne de 39 et le moteur 2500 kV au milieu. Tu lâches les gaz, tu prends les gaz, tu lâches les gaz, mais comme ça, hein, je veux dire, clac, 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 clac. Il se passe rien, évidemment, ça permet de faire des bons chronos. Je dis pas le contraire. Mais ça correspond pas à ce que moi j'ai envie, à mon type de pilotage, de roulage et de crachage, si tu préfères. Donc moi ça m'attire pas. Ça m'attire pas. Donc déjà optiquement le véhicule m'attire pas. À conduire, comme dit, très facile, entretien très facile. Pour la conduite, m'attire pas non plus. Si tu es débutant, c'est une machine qui peut t'intéresser. C'est vrai que la Obao, par exemple, dans la Serpente encore elle est réglée. Hein. La Obao, il faudra faire les... Encore, non, franchement la Obao, tu apprends avec les huiles légères quand tu es débutant, comme dit, ça pardonne le pilotage, ça ira très bien. Petit boulot à faire sur les suspects. Mais
comparé à celle-là où tu n'as rien à faire. L'accès méca sur le robot est aussi plus compliqué. Mais une fois que tu as fait tes petits réglages et tes petites huiles, je peux te dire que là-bas, tu touches plus à rien. Hein. Là, de temps en temps, c'est plastique sur plastique, pignon et couronne d'attaque en plastique. À un moment, ça va s'user. Les pièces sont pas très chères. C'est facile à remplacer. Donc l'un dans l'autre, il y a des différences entre les deux, mais on ne peut pas vraiment les prendre en compte. Le point faible, si tu es débutant, en 2S, j'ai mis une 2S chargée, hein, je l'ai contrôlée. Sur le coup, on s'est dit elle n'est pas chargée, et en fait, non. J'ai mis la 2S, et ben, la 2S a coupé au bout de 2-3 minutes. C'était une Z50C, donc pas une batterie de grosse qualité. Donc là, sur une grosse demande de jus, le voltage s'est effondré et le variateur a coupé très vite. J'aurais dû le relancer comme j'ai fait avec le 3S pour voir ce qu'il en est. En tout cas, avec ce genre de batterie, ça va pas. Il faut des bonnes batteries là-dedans. Hein. C'est clair. Donc en 2S, les performances, là tu t'ennuies. Honnêtement, en 2S tu t'ennuies. En 3S, c'est bien. Mais l'un dans l'autre, pour un débutant, la VMAX, à ce point-là, ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait être de trop. Même si la conduite de l'engin est relativement sécuritaire. Si j'avais eu cet engin avant d'avoir un 8ème, de rouler 6, 8 et 12S, très clairement, j'essaie de me remettre dans la peau où j'ai commencé avec le Slash. Et ben, on est à ce niveau-là et je me serais amusé comme un cochon. Donc vous allez vous amuser comme des petits cochons si vous décidez à l'acheter, si vous êtes dans ce cas de figure. Si vous êtes des conducteurs de RC expérimentés, ça va être moins drôle. Franchement moins drôle. La carreau, à cause du réglage suspension, ben, tu vois là on est relativement haut, ben, elle frotte de partout, les pneus ont frotté la carreau. Un message de la part de Beno, German RC Playground, qui lui a fait toutes les vidéos détaillées, hein, qui m'a tout de suite écrit pour me dire gaffe, avec le pignon de vitesse, quand tu fais du speedrun avec le pignon de vitesse et l'aileron qui est fourni avec dans la boîte pour l'appui, les suspensions sont tellement molles que l'engin va frotter par terre. Il faut absolument mettre l'aileron plat pour les VMAX et mettre des cales sur les tarages de suspect parce que l'engin s'écrase de trop. Et les pneus commencent à ballonner à la VMAX. Donc ceux qui se disent que ben voilà, ils vont dépasser les 70, ils vont mettre un combo 4S et ils vont balancer l'engin à 170-200, vont avoir des surprises pneumatiques. Ça c'est clair. Donc faites gaffe à ça. Donc pour moi, tout comme la gamme Outcast 4S qu'ils avaient fait à l'époque, je me pose la question d'où est l'utilité de ce véhicule dans la gamme. Pour moi, c'est juste un véhicule de plus dans la gamme pour dire on a plein de sortes de véhicules pour plein de monde. Voilà. Tu vois, je suis un peu moite-moite. Et en fait, pour en revenir au Slash 4x4, c'est tout simplement, oui, la conduite d'un SC10, d'un SC1 dixième 4x4, genre Senton ou Slash. Tu es exactement là, niveau conduite, sauf avec une carreau de GT. Bien sûr, ça tient mieux le pavé parce qu'ils ont fait les réglages nécessaires pour aller sur la piste. Je te parle au niveau sensation, au niveau de la patate, accélération, tu vois, tout ça. Beaucoup moins incisif qu'une GT en fait. Mais comme c'est pas un véhicule prévu pour aller faire de la compète, ça va très bien. Si tu as le budget pour deux machines et tu as envie d'un TT et tu as envie d'une piste, effectivement, dans ce travail-là aussi, chez Arma c'est sympa parce que tu vas te prendre par exemple le Vortex pour le tout-terrain et tu vas prendre celui-là pour la piste. Ça te permet d'avoir de centraliser ton stock de pièces de rechange. Ça te fait quand même deux véhicules différents, deux conduites différentes, deux façons différentes. Tout simplement. Voilà. Donc, si t'aimes, ne t'en prive pas. Si t'attends des performances extraordinaires, c'est pas ce qu'il faut. Si t'es un pilote qui en demande beaucoup à la machine, qui conduit beaucoup, comme dit, le fait des pneus taille unique, du prix relativement élevé des pneus, va te poser problème s'ils ne se décident pas à sortir d'autres gommards. C'est le gros avantage du 1.8. Il y a
20, 30, 40 sortes de pneus différents que tu peux monter sur T1.8. Il y en a pour tous les goûts, tous les choix, à des prix sympas. Si tu es un pilote occasionnel, qui pilote une fois ou deux dans le mois et tu veux pas te prendre la tête, tu veux acheter une caisse, tu sors du carton, tu branches la batterie, tu roules. Là, dans cette gamme-là, eh ben, c'est très bienvenu. Là, on compare maintenant au 1.8 parce qu'il l'appelle 1.8, mais on peut faire aussi l'inverse. Si tu prends la concurrence chez Traxxas, c'est sûr, tu vas prendre le Vendetta à sans sourciller. Parce que ça, en brushless, c'est aussi cher, voire plus cher que le Vendetta. Pneu taille unique aussi. Performance, alors là par contre performance, il n'y a pas à rougir, hein. C'est sûr que la crevette et ça, tu sortiras la même chose des deux. Avantage évident pour la crevette, c'est l'autonomie parce que 2 kg et ça 3 kg 2 ou 3 kg 4, c'est certain. Mais pour le même budget, tu me poses les deux, je suis dans la boutique, je regarde les deux caisses, je préfère 7 carreaux, mais là j'ai une caisse plus grande. Il y a de quoi se marrer sur d'autres surfaces, je vais prendre celle-là. Il faut tout voir. Parce qu'on n'est pas à la place du constructeur, on ne sait pas à quoi ils ont pensé. Ils n'ont peut-être pas pensé non plus à tout ça, ils se sont dit voilà, dans la gamme indice qu'on a là, on a un châssis court Vortex et Granite, un châssis long Big Rock et Buggy, et hop, on va t'y couler encore une GT, comme ça on a une gamme complète là. Puisque sur les grosses échelles, ils ont un fraction machin. Et justement, ils voulaient peut-être pas rentrer dans le créneau réel un huitième, donc de prendre un Typhon et de le transformer en GT, parce que beaucoup de gens le font d'eux-mêmes, et que de toute façon, il y a trop, enfin il y a trop, même pas tellement que ça en fait. Il n'y a pas 36 000 GT dans le rayon loisir. Obao, Serpent. Les autres, c'est châssis beaucoup trop cher. Je comprends les fans, mais honnêtement, sur circuit, pour avoir vu rouler maintes fois ça, Obao VT, avec les mêmes réglages que Mugen, X-Ray compagnie, les mecs sortent les mêmes chronos sur le même pilote. Donc, j'irai pas mettre les billes dans les engins plus chers, même si c'est beau, j'ai essayé, j'en ai eu en main, c'est chouette, c'est vrai que c'est beau, mais voilà. Après, moi c'est parce que j'aime conduire. Pour les fans de l'étagère et du rouler 5 minutes, régler 5 minutes, nettoyer 20 minutes, je comprends. Je comprends. Les amoureux de la chose, en fait, tu vois. Moi, je suis pas un amoureux de la chose, je suis un amoureux du roulage, pas de la chose elle-même. Donc je comprends ça. Mais on attend toujours, c'est vrai que là, peut-être aussi, ils vont se dire, ils sont peut-être en cours de le faire, il serait temps que l'Audi, parce que voilà, de partir sur l'Audi X ou le 4.0, de faire une GTX l'Audi, Team Asso aussi, ça serait bien qu'ils nous fassent une GT 3.2, partie sur le buggy, et qui se penchent tous, comme ils font tous aussi des RTR, parce que l'Audi a fait des buggy un 8ème RTR qui était sympa aussi niveau tarot, de se lancer là-dedans aussi, et tout comme Asso, puisqu'en 1.10 là, ils ont fait une super gamme pour le loisir RTR. En 1.8, on attend le MT8, donc pourquoi pas aussi une GT8 RTR de la part de Team Asso. Alors ça serait quand même sympa. Et je suis impatient de voir les carrosseries qui vont nous pondre pour ça. Il y a déjà une deuxième carrosserie. Le prix, je pense que ça va faire un petit peu mal. Je pense que ça va faire un peu mal. Bien sûr, plein de gens vont attendre les équipementiers, hein, Delta Plastique, tout ça, pour faire des carreaux. Le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de volume de vente, ça n'intéressera évidemment pas les équipementiers de faire d'autres carreaux. Tu vas me dire, ouais, on peut les faire nous-mêmes avec Elsa Cercé. Faudrait quand même partir sur un certain moule pour faire les modifs ensuite des dimensions et des machins, pour faire autre chose. Et après, il faut de l'artiste, hein, pour travailler le plat, pour faire vraiment un capot bien plat et rond et que tout soit symétrique. C'est du boulot, les mecs, c'est du boulot. Et est-ce que, pareil, pour eux, est-ce que le jeu en vaudra la chandelle si les véhicules sont pas vraiment super répandus, dû au fait, c'est l'erreur que je veux dire, Arma a fait ça avec les 1/7, surtout sur le Felony, pneu taille unique, machin, et pas super gomme. Losi a fait la connerie avec la Losi R8. Ils ont fait une super caisse, une méca increvable. Franchement, la mécanique de la Losi, c'est de la balle. C'est ce qu'il y a dans le DBXL, pas le DBXL,
le Super Bajaret et Super Rockray. La méca est juste increvable. Et tout ce qu'il fallait à la Audi, ce sont des vrais pneus. Et un gros choix de gomme. Ils ont foiré ça, ils ont plongé leur vente. Et le mauvais choix combo, 6S avec ce poids, non. Là, ils nous refont une Losi, ils nous refont l'engin en V2 avec le combo Super Rock, Super Bajaret 2. Ils nous mettent des vrais foutus pneus dessus. Et pas des pneus super développés à 50 balles la paire qui tiennent 2 runs. Ils vont faire un carton. Ils vont faire un carton comme ils font un carton avec le Super Bajaret 2 et le Super Rockray 2 qui sont absolument géniaux. J'adore ces caisses. Poids, puissance, combo, autonomie, tout ça, on est bon. Un petit plus à faire sur les biellettes plastiques, ça s'arrête là. Et Traxxas avec sa X01, pareil. Une seule sorte de gommard, taille unique. C'est couillon. C'est couillon quand tu foires ton coup, surtout sur le point le plus essentiel des pistes. J'insiste parce que là, j'espère vraiment qu'ils vont pas faire cette boulette. Arma a tenté de rattraper le coup sur infraction Felony machin en mettant à disposition 3 duretés de gomme. Ça reste pas bon, ça s'use trop vite, on n'a pas un réel grip. Et j'arrive pas à comprendre tous ces constructeurs qui se lancent là-dedans, qui ne se sont pas dit tiens, on va aller acheter une rally game et on va monter des pneus SP, PMT, GRP, on va faire 1 heure ou 2 d'essai avant de se lancer dans la fabrication de sa voiture, parce que tu vas pas me dire qu'ils n'ont pas le budget d'acheter une machine chez les concurrents. C'est comme Arma, quand ils ont fait le Kraton 8S, souvenez-vous, aux IRC a fait l'erreur de lâcher une photo, et ils ont conçu le Kraton 8S en le comparant, à côté d'eux, il y avait un X-Max 6S. Mais Traxxas avait déjà sorti le 8S. Pourquoi se baser sur les perfs et la transmission, enfin voir la solidité de la transmission d'un 6S alors que Traxxas avait déjà fait du 8S. Sur la photo, on voit clairement que c'est un X-Max 6S qui... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand tu es à ce niveau-là, c'est étrange. C'est étrange. Je veux dire, tu veux fabriquer nos jours un MT110, tu regardes un peu ce qui se passe, t'achètes un rival, t'achètes un granit, 2-3 autres, tu fais des essais, tu regardes les critiques, et puis tu conçois ta machine en faisant gaffe à ne pas la plomber là où les autres ont été plombés, parce que chacune a son petit défaut. Ils sont arrivés au point, c'est vrai, avec le granit et Nero, tout ça c'est au point. Là évidemment c'est le premier jet dans ce sens-là. Autre chose aussi, alors c'est un engin de vitesse, mais pourquoi alors il est aussi lourd? Cet engin ne devrait pas dépasser 2,5 kg, 2,7 kg si tu veux en faire un engin efficace pour la vitesse. La carreau est trop lourde. Tu vas me dire, ouais mais elle est solide. Oui, elle est solide sur le toit, elle est quand même fragile ici. Comme ça frotte dans les virages, c'est les premiers endroits qui ont craqué. On a déjà, regarde ici, tu vois, ça a frotté, ça a craqué. La carreau est trop lourde. Les protections de caisse latérales servent à rien. Derrière, ils ont fait un pseudo-diffuseur, c'est esthétique, ça sert de pare-choc arrière, mais c'est bien trop massif. Le petit pare-choc du Vortex aurait suffi et de faire le diffuseur comme le diffuseur supérieur en Lexan. Là, tu vois, tu as du boulon M4 avec de l'écrou Nilstop M4, c'est overkill pour fixer un petit bout d'aileron, de trucs là. Voilà. Après, c'est solide et tant mieux. Mais après, il faut faire un choix. Faire de la vitesse avec un engin lourd, je peux que vous le déconseiller parce qu'il faut énormément de puissance pour l'amener à la Vmax. Bon, j'espère qu'on a fait le tour de la question. Moi, j'ai donné mon point de vue par rapport à mon expérience, ma façon de conduire, qui est dans des milliers de vidéos d'essais. Ne vous dites pas, ah, du coup, c'est pas une bonne caisse, je la prends pas. Je le répète. Il y a deux choses qui ne me correspondent pas, c'est l'esthétique. Réglage suspension, ça se refait, c'est pas un problème. Et le choix entre deux tailles, pneus uniques, carrosserie taille unique, et le moteur.
Moi je reste persuadé, le 3200 kW qu'il y a dans tout le reste de la gamme là-dedans aurait été très bien. Sorti de la boîte, craché sur 10-15 km/h, c'est pas un problème. Et gagner du coup en autonomie, faire des runs de à peu près, tu vois, réussir au moins à sortir en 3S avec ce poids 15-17 minutes, parce qu'avec une 1/8 en 4S, comme dit, tu es aussi à 15-17 minutes à peu près. La lipo tient bien de finir. On a chargé dans la 5400, on a chargé 4800 mAh, qu'elle a donc fumé en gros en 8 minutes à rythme soutenu. Sachant qu'on n'a pas allumé à fond la caisse parce qu'au début, comme dit, on avait la coupure. C'est pour ça que le premier pack, qui était quand même une Jens Bashing 5060C, qui a fait plus de 20 minutes dans la corvette à donf tout le temps, en 3S, a tenu là-dedans à peine 6-7 minutes avant la coupure. C'est là aussi, ces 4000 kW, je ne les comprends pas aussi à cause de ça. Si à 0 degré on était déjà chaud, et je peux vous dire que vous l'entendrez même sur la vidéo, hein, on avait Seb qui est un abonné qui était là par hasard, on s'est croisé par hasard sur ce circuit. Il y a un troisième abonné qui nous a rejoint aussi par hasard. Du coup on a fait un run improvisé, on s'est amusé comme des cochons. Ça arrivera sur les vidéos après les essais. On s'est vraiment marré hein, avec les 1/8, avec les touchettes et intérieur extérieur, on s'attendait les uns les autres, c'était génial. Merci à eux deux. Je serais pas resté toute l'après-midi sans ces deux-là, je vous le dis. Je me serais saoulé avant. Voilà, donc lui, il a senti le Seb tout de suite quand je suis arrivé. Genre, lui, il était en haut sur le podium, il descend, il me dit ça sent le chaud. Oui, ça sentait vraiment déjà le chaud. Donc avec 20-25 degrés de température extérieure, faites gaffe à ça. Faites gaffe à ça, ça va chauffer. Faites gaffe à la transmission full plastique aussi. Hein. C'est léger, ça tourne bien. Ça fonctionne bien, mais quand les températures montent, le problème du plastique, Traxxas l'avait expérimenté avant eux. Côté sortie de diff full plastique, le roulement qui se grippe un peu avec le plastique, tu as tout qui tourne et tu te bousilles ta cellule, ton corps de diff et tout le tralala, parce que le roulement s'est bloqué sur le plastique. Donc faites gaffe à ça, faites gaffe à l'entretien, pensez à ouvrir, checkez vos roulements. C'est très rapide, donc vous économisez pas ce travail, faites-le. De toute façon, ça va être long la première fois que tu vas le faire. La deuxième, ça va aller plus vite. À la troisième, tu arriveras à faire franchement le check total en quoi 5 minutes. Tu utilises une visseuse évidemment. À la main, bah, c'est sûr que tu es parti une demi-heure toujours en cours. Hein, taisez-vous. Merci Yves, RC Fast Cars. Merci à l'inconnu chez qui va la voiture. C'était sympa de découvrir cette gamme. Sans eux, vous ne l'aurez pas découvert avec moi parce que j'aurais pas dépensé les 470 € pour acheter cette machine. Tout simplement. Comme dit, je l'aurais peut-être fait 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière. Mais là, non. Salut tout le monde.